Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 8! Wouhou! Épisode 8. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, wow! Donc, on coupe tout ça au montage? Non, ok, parfait. Donc, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Hey, salut Simon, comment ça va? Ben, ça va pas pire. Toi, ça se passe bien? Ben, ça se passe mieux maintenant qu'on est plus le 1er avril. Ah, ben oui, c'est clair, là, on est rendu le 8 avril déjà, une semaine plus tard, et nous sommes en compagnie de la légende, de l'historien du jeu, PPP7. Salut Pierre. Messieurs, bonjour. Oh, quelle voix feutrée, oui. Parfait, alors on est là, on est excités, on est un peu déconstruits comme vous pouvez voir, c'est le dernier épisode officiel avant le Beach Party! Party de fin de saison, c'est le 11 avril, alors là si vous écoutez ça à la journée que ça sort, ben c'est dans quelques jours seulement, dans 3 jours seulement. Alors en après-midi, le 11 avril, sur Twitch, tous les détails sont sur Facebook. Si vous écoutez ça en 2022, il est trop tard. En 2023, il est trop tard. Un autre jour, il est trop tard. Vous l'avez raté, j'espère que vous étiez là. Sinon, ben, l'épisode 9 et 10 seront tout de même disponibles en podcast, comme c'est habituellement le cas. Bien hâte de vous y voir. Ben, sans plus tarder, en fait, je voulais commencer, mais dans le fond, je vais donner la parole à Pierre pour sa première manchette. Oui, tout à fait. Alors, ma première manchette, c'est une manchette qui est similaire à ce que j'ai fait dans le passé de cette saison. Je vais vous parler... Des manchettes de 20 minutes, yes! Un review de jeu Kickstarter! Wouhou! Non et non. Je vais simplement vous parler d'un jeu que j'ai découvert dernièrement, qui est une nouveauté, qui vient tout juste de sortir. Nouveauté coréenne, qui vient de Mondo Games, éditeur coréen, et d'un éditeur qui a publié un auteur coréen. Auteur coréen qui en est à sa première parution. En fait, je parle du jeu Jekyll vs Hyde. Oh, nice. Juste être sûr, là, avant que tu ailles plus loin, est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Ok, c'est Juste bon, toi, je suis sûr. juste toi. Je suis sûr qu'on était de retour dans la réalité. Oui, moi, je parle pas de poisson dans mes jeux. Ok, c'est bon, parfait. Quoique toi... De moulin non plus. Hein? De moulin non plus, je suis pas obsédé avec les moulins. Ok, c'est bon, je suis sûr. Oui, Jekyll vs Hyde est un petit jeu pour deux. Pas plus que ça. C'est un jeu qui dure environ 20 minutes. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est le fait qu'il est asymétrique. C'est pas mal la mode, je dirais, depuis 2 ans environ, de faire des jeux où la symétrie est au rendez-vous. C'est un jeu de levée aussi. Des jeux de levée ou de pli pour notre public français qui nous écoute. Bonjour Ludo le gars. Il y a un jeu de pli ou de levée pour 2 joueurs. C'est vraiment peu commun sur le marché parce qu'on est habitué de les voir à 4 joueurs, ces jeux-là. Donc, jeu de pli à 2 joueurs où le but va dépendre de qui vous incarnez parce que vous incarnez les 2 côtés de Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Ceux qui ne connaissent pas la fameuse histoire de Jekyll et Monsieur Hyde se déroulant au 19e siècle, c'est un chimiste qui est un peu, en fait, l'incroyable Hulk d'il y a 100 ans, je dirais. En Angleterre, il y a vraiment un problème avec une personnalité qui va soudainement surgir et qui va devenir un peu plus monstrueuse et violente et incontrôlable. Et il y a un joueur qui va incarner cette personnalité-là et il y a un autre joueur qui va incarner Dr. Jekyll à son état normal. Et là, le but, bien sûr, c'est de faire triompher l'une des 2 personnalités. La personnalité de M. Hyde, la façon qu'il va triompher, c'est simplement en gagnant des levées. Mais
en gagnant des levées, ou bien de son côté, ou en les faisant gagner à son adversaire aussi. Ce qu'il veut, dans le fond, c'est d'avoir le plus grand nombre de différences, la plus grosse différence entre le nombre de levées gagnées entre chaque joueur. Parce que ce nombre-là, au terme de toutes les cartes qui ont été jouées entre les deux joueurs, c'est le nombre de cases qui va avancer sur un parcours. Ce parcours va commencer sur la première case, où ça va être la case qui va être à l'état normal de Dr. Jekyll. Mais si le pion qui est sur le parcours se rend jusqu'à l'autre bout, où c'est la personnalité de M. Hyde, eh bien là, M. Hyde a gagné. Et il y a 3 manches pour que M. Hyde réussisse à faire bouger le pion jusqu'à l'autre bout. Donc, comme j'ai dit, il va les faire bouger, il va faire bouger ce pion-là en fonction du nombre, la différence en fait qui va se faire entre le nombre de levées entre les deux joueurs. Et bien sûr, on devine que Dr. Jekyll, lui, son but, c'est que ça n'arrive pas. Alors, il veut toujours que les levées soient gagnées en part équitable. Il veut maintenir l'équilibre de sa personnalité. Donc, il veut faire gagner Dr. Jekyll ou il veut faire gagner M. Hyde selon qui en a le plus à tout moment. Et c'est ça qui est le simple principe de ce jeu-là, est assez pour en faire un jeu qui vaut la peine d'être découvert, mais c'est encore mieux avec les autres règles qui ont été ajoutées, qui le rend très subtil. Parce qu'il n'y a pas 4 couleurs, comme dans n'importe quel jeu de cartes normal dans ce jeu-là, il y en a 3. Il y a le violet, le vert et le rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 forces. Il y a, quand vous gagnez une levée, quand vous gagnez un pli, ben, vous jouez chacun une carte, forcément. Et il y a une valeur qui va être affichée de 1 à 11. Et forcément, ça va être pas 1 à 11, excusez, c'est de 1 à 8, je crois. Ou peut-être de 1 à 7. Mais bref, je me souviens plus exactement de jusqu'où ça va, mais la valeur la plus forte va gagner. Excepté que quand vous jouez une carte aussi, la couleur que vous jouez, si c'est la première fois qu'on la voit, par exemple, si vous jouez une carte rouge et qu'il n'y en a pas eu encore dans la partie, dans la manche en cours, il y a un jeton rouge qui va se placer sur le plateau. Et ça va donner la couleur la plus faible dorénavant. Et ensuite, ben, la deuxième carte, la première carte verte par exemple qui serait jouée après ça, ça déterminerait la deuxième couleur la plus faible. Et ensuite, la dernière couleur, la violet, quand elle va être jouée, ça va devenir la couleur la plus forte pour le manche en cours. Et qu'est-ce qui va déterminer quand est-ce qu'on va utiliser la force des couleurs? Ben, c'est que quand vous jouez une carte, c'est comme dans n'importe quel jeu de levée ou de pli normal, vous demandez à votre adversaire de jouer la couleur demandée. Si j'ai joué un 7 rouge, je m'attends à ce que mon adversaire va jouer une 4 rouge en échange. Mais s'il n'y en a pas, là, il va devoir jouer une carte d'une autre couleur. Et c'est à ce moment-là qu'on va regarder la force des couleurs. Parce que si mon adversaire joue une carte rouge avec ma carte rouge, moi, je vais gagner la plus forte valeur. Mais s'il joue une carte verte et que le rouge est plus fort que le vert à ce moment-là, ben lui, il va gagner la levée. Donc, il faut surveiller ça, finalement, comment ça va se dérouler. Et à ça, il y a aussi des petites habilités spéciales qui peuvent être ajoutées avec des cartes spéciales qui sont des cartes qui n'ont pas de couleur, c'est des potions, parce qu'on me rappelle que M. Hyde se métamorphose. En fait, Dr. Jekyll se transforme en M. Hyde quand il prend une potion ou à cause d'une potion qu'il a pris. Donc, la potion va activer une petite habilité spéciale dans le jeu que je vous laisse découvrir quand vous allez jouer au jeu. Mais c'est vraiment très très bien, très très fin comme jeu. Et je pense que ça vaut la peine d'être joué. Là, tu parles d'un jeu de levée à 2, mettons en comparaison avec le Renard des Bois, qui est comme l'autre gros jeu de levée connu, là. Oui, ou bien à 2 joueurs. Ou Haggis, peut-être. Aussi, effectivement. Oui, effectivement, ça va dans la même lignée que ça. Donc, vous jouez chacun une carte et on regarde la valeur la plus haute qui va l'avoir. Et puis, c'est simplement ça. Ouais, ça a l'air simple, efficace, il n'y a pas beaucoup de matériel, mais ça a l'air très, très clean, là, je trouve. Oui, c'est très très épuré. Légèrement... 1 à 7 les valeurs d'ailleurs, 1 à 7. C'est 1 à 7 les valeurs, effectivement. Ouais. C'est légèrement contre-instinctif parce que dans le fond, on n'est pas habitué de voir des deux forces de cartes qui doivent être confrontées, et surtout que la deuxième va toujours changer d'une manche à l'autre à cause des couleurs qui vont être dans un certain ordre. Mais c'est très, très
fascinant. La façon à mesure que vous jouez à ça, c'est le genre de jeu que plus vous jouez, plus vous trouvez qu'il y a vraiment des subtilités intéressantes dans le jeu. Juste être sûr, dans le fond, si J. Cole, son but c'est d'avoir l'équilibre, Hyde, c'est que un ou l'autre gagne, ou que ce soit juste lui qui gagne, ou... Non, il veut que l'un ou l'autre gagne. Hyde va avoir c'est ça. En tant que personnalité extrême, Hyde, il veut que les extrêmes se pointent. Alors, donc, idéalement... Que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais il faut que ça se rende à une des deux extrêmes, alors qu'en 3 manches, tu veux que J. Cole veut le rester, le pion au milieu, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Idéalement, dans le fond, Hyde veut absolument que toutes les levées soient gagnées d'un côté. Peu importe c'est quoi le côté. Et puis si par exemple on joue 7 cartes et les 7 levées sont gagnées d'un côté, ben Hyde va avancer le pion de 7 cases. 7 cases qui, je crois, forment plus que la moitié du parcours, dans le fond. Ça serait très payant pour lui. Très cool. Très cool. Il est beau. Nice, bon, à suivre. Est-ce que c'est sorti ici ou tu parlais que c'était coréen et tout ça? Est-ce qu'on peut le trouver en magasin maintenant ou? Je ne pense pas que c'est au Québec à l'heure où les gens écoutent le podcast, quoique ils peuvent l'écouter. En 2025 peut-être. Oui, mais disons que en ce 8 avril, je ne pense pas que le jeu est encore disponible au Québec. Mais il va arriver, c'est sûr. Il va arriver probablement dans le courant de l'année, cet été, ou c'est sûr qu'il va être là pour cet automne. L'artiste est aussi Vincent Dutray, donc j'imagine qu'on... L'artiste est Vincent Dutray, exactement. Vincent Dutray qui est tellement populaire, surtout populaire auprès du public asiatique, parce que Vincent Dutray a un style graphique qui s'apparente beaucoup au style manga. Alors, les Asiatiques adorent son style de dessin, c'est pour ça qu'il est souvent recruté là-bas. Ouais, ça a l'air cool, ça a une meilleure thématique qu'un jeu de moulin, en tout cas. Ah ça, oui. C'est surtout très concret. Ok, alors de mon côté, je vous parlerai pas de jeu aujourd'hui. Ma manchette ne parle pas de jeu. Alors on dit balado ludique, bon, un podcast entièrement dédié aux jeux de société. Ben bon, des fois c'est pas vrai. Des fois on dévie un peu, puis on va aller un peu ailleurs dans la culture geek. Ça sera pas très long, mais je veux vous parler d'une nouvelle série qui se trouve maintenant sur Amazon Prime. Pour ceux qui ont ça, là, je pense que plein de gens l'ont, mais Amazon Prime, ils font aussi des films là, et des séries télé. C'est comme Netflix, mais d'Amazon. Là. En tout cas, on s'éternisera pas là-dessus. Donc, la série, c'est Invincible. Invincible, c'est tiré du comic book du même nom, éponyme Invincible, de Robert Kirkman. Pour ceux qui sont un peu plus versés dans le comic, vous comprendrez que Robert Kirkman, c'est l'auteur aussi de la très célèbre série de zombies Walking Dead. Mais auteur prolifique, il travaille aussi sur une série qui s'appelle Invincible, qui a terminé, je crois, en 2017. Ça a duré de 2002 à 2017, donc une très grosse série aussi, le 144 issues, quelque chose comme ça. Et ben, ça raconte l'histoire d'un super-héros. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de séries de super-héros ces temps-ci, mais Invincible, pour moi, reste une série vraiment intéressante parce que c'est très classique dans sa forme. Là. C'est le super-héros qui découvre ses pouvoirs et tout ça. Mais comme tu sais, on dit souvent Walking Dead, c'est une série de zombies, mais où les zombies sont pas l'affaire principale, puis c'est les rapports entre les humains qui sont le plus important. Ben, Invincible, on est exactement là. C'est une série de super-héros, mais qui est un prétexte pour parler des rapports humains, particulièrement de l'adolescence, donc de comment est-ce qu'on devient un adulte, comment est-ce qu'on se situe dans ce monde, comment est-ce qu'on deal avec nos parents, comment est-ce qu'on deal avec nos relations interpersonnelles. Ça fait longtemps que ça a été annoncé que ça allait arriver sur Amazon Prime. Moi, j'avais dévoré le comic, dans le fond, quand je l'ai découvert. Et la série commence, 4 épisodes de sortie, mais la saison 1 devrait complètement sortir dans peu de temps. Je pense que si vous êtes fan de comics en général, de super-héros, ça vaut le détour. C'est une... je sais pas si la série télé, là, j'ai regardé 2 épisodes sur 3 jusqu'à maintenant de sortie, va rendre hommage au comic, mais à date, ça a l'air très calqué sur le comic, donc ça devrait être assez bon. Invincible sur Amazon Prime.
Nice. Ben oui, on parle de geekerie des fois, hein, ça arrive. Ben ouais, des fois on parle d'affaires de geek. Il faut bien, on parle de jeux mobiles, de jeux vidéo, mais les comic books, hein, c'est pas, on n'en parle pas assez. On préfère d'ailleurs un épisode éventuellement sur les comic books, mais bon, une autre fois. Ben, sans plus tarder, je pense qu'on va y aller avec la chronique de Pierre qui avait été coupée la dernière fois au montage, mais là on... Désolé Pierre, mais là c'est à toi, le micro est tout à toi, on va essayer de t'interrompre le plus possible. Ben, ce sera pas la chronique de l'autre fois, parce que le momentum est passé, qu'est-ce que tu veux? Oh non, une chronique Pierre. perdue à jamais. On la verra une autre fois, cette chronique-là, ou on l'entendra une autre fois. Quand il va y avoir moins de poissons dans l'eau, là. La chronique de l'autre fois, qui n'est pas finalement la chronique de l'autre fois, c'est une chronique plutôt qui est liée à ma manchette, parce que c'est ça qui arrive, messieurs. Mes chroniques sont toujours liées à mes manchettes. Ah, c'est pour ça que tu peux pas la faire, désolé. Donc, ma chronique que je fais aujourd'hui, si elle est liée à ma manchette, c'est que je vais vous parler des jeux de société coréens. Oui, Nice. monsieur. Parce que, il faut le dire, la Corée du Sud, essentiellement, parce que je pense que le jour est encore loin, on va voir un jeu de société dans la Corée du Nord qui va faire le tour du monde. La Corée du Sud a quand même pas mal de choses à dire avec les jeux de société. Et c'est un marché, le marché de la Corée du Sud pour les jeux qui est vraiment de plus en plus foisonnant. Et pourquoi? Ben parce que c'est un pays, la Corée du Sud, qui est quand même un pays où le jeu a sa place. C'est un pays où on aime s'amuser. Et non seulement ça, mais je vous dirais même qu'il y a même un jeu en Corée du Sud que les Coréens se font pratiquement un devoir de jouer à chaque fois que le nouvel an coréen arrive. Ça s'appelle le Yoot Nori. C'est un jeu traditionnel, forcément. C'est pas un jeu commercial, c'est un jeu qui a été inventé en Corée du Sud et qui est devenu une tradition pratiquement ancestrale parce que c'est tout simple, c'est assez familial même. Je le qualifierais de mélange entre le célèbre Parchésie, ou pour notre public français, jeu des petits chevaux, avec l'un des plus vieux jeux du monde qui a existé, qui s'appelle le Senet, jeu de l'Égypte antique. Pourquoi c'est un mélange de ces deux jeux-là? Ben parce que, littéralement, le parcours, c'est un jeu de parcours. Le parcours et le principe du jeu va emprunter au Parchésie. La façon dont on va se déplacer va emprunter au Senet. Parce que ce n'est pas un jeu avec des dés, mais c'est un jeu comme le Senet le faisait, avant que les dés soient inventés dans leur forme qu'on connaît aujourd'hui. Le Senet utilisait des baguettes. 4 baguettes, marquées de petites coches, qu'on lançait, et ces baguettes avaient 2 faces. C'était des baguettes plates, finalement. Et dépendamment de la face où la baguette tombait, la combinaison des 4 baguettes ensemble déterminait le nombre de cases où on avançait. Alors pour le Yoot Nori, ben, c'est un peu la même chose. Le Yoot Nori, dans le fond, ben, c'est un jeu où on va partir d'un point de départ et on va faire le tour d'un carré. Et on va vouloir revenir à notre point de départ pour gagner la partie. Et on va lancer les 4 baguettes pour avancer. Et les résultats des 4 baguettes, dépendamment de sur quelle face elles sont tombées, s'il y en a 3 qui sont tombées sur la face plate et une qui est tombée sur l'autre face, eh bien ça va nous faire avancer d'une case. 2 et 2 différentes vont nous faire avancer de 2 cases, et vous avez deviné évidemment que si une est isolée, que les 3 autres sont différentes sur la face qui sont pas plates, ben là on va avancer de 3 cases. Qu'est-ce qui arrive si les baguettes sont toutes sur la même face? Ben à ce moment-là, dépendamment si c'est sur la face, parce que les baguettes ont des symboles, puis sur le côté il n'y a pas de symbole, donc si c'est les 4 baguettes vont montrer les symboles, à ce moment-là, on va avancer de 5 cases. Si les 4 baguettes ne montrent pas de symbole, on va avancer de 4 cases, et dans les 2 cas, on va rejouer. Alors, c'est quand même assez simple. Les deux!
Ouais. Il y a aussi les deux petites règles spéciales, comme dans le Parcheesi normal, quand vous tombez sur la case d'un adversaire, vous lui faites retourner à son point de départ. Mais quand vous tombez sur un de vos pions, parce que vous allez avoir plus qu'un pion, vous allez en avoir deux. Mais vous pourriez aussi tomber sur un pion de votre partenaire si vous jouez en équipe, parce que ce jeu-là peut se jouer en équipe. Et chaque partenaire va avoir deux pions. Alors là, à ce moment-là, en tombant sur le pion d'un partenaire, vous allez dorénavant avancer les deux pions ensemble quand vous allez les avancer. Oh! Comme dans Mahé. Comme dans May de Alexandre Randolph, effectivement. Donc, c'est un peu ça qui est le jeu finalement, et c'est un jeu qui est, ma foi, très très simple, comme vous pouvez voir, mais c'est un jeu qui alimente beaucoup l'ambiance. Lorsque les Coréens se réunissent autour d'une table, on peut voir facilement des groupes de Coréens autour d'une table en train de crier comme des défoncés quand que les fameux résultats de 4 résultats pareils se pointent, parce que c'est assez rare. Et là, c'est l'euphorie. Et ça vous montre que les Coréens adorent jouer. Ils adorent l'ambiance qui peut se dégager de ça. Et ce qui va se dessiner ensuite dans l'industrie du jeu de société coréen, commercial, va refléter cet engouement pour cette espèce d'ambiance familiale, excitante, passer du tout à rien, avec une dose de hasard. Et la scène coréenne commerciale du jeu de société, elle est quand même plus vieille qu'on pense. Parce que, on pourrait croire qu'elle est toute jeune, vu qu'on entend à peine parler de jeux coréens ici et là, comme celui que je vous ai parlé en début d'émission. Mais le premier jeu coréen qui a fait parler en dehors de la Corée du Sud, ça s'appelle Gem Blow. Et c'est un jeu qui date de 2003. Et c'est un monsieur qui s'appelle Justin Ho qui a fait ce jeu-là. Justin Ho, littéralement, c'est, je dirais, l'ambassadeur des jeux coréens. C'est celui qui a carrément mis les jeux coréens sur la map internationale. On pourrait presque dire que c'est le Bruno Catala des Coréens dans les jeux de société coréens. Mais il fait des jeux tout autres. Ce n'est pas des jeux qui vont nécessairement pousser la réflexion extrême. Mais vous allez voir tout à l'heure ce que je vous ai par là. Mais Gem Blow, pour savoir ce que c'est, pour s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est à peu près l'équivalent du Blocus en Corée du Sud. Blocus, si vous ne connaissez pas non plus, est un classique qui est sorti en 2001 en France. Fameux jeu avec des pentaminos en couleur bleue, verte, jaune ou rouge. Et là, vous devez placer vos pentaminos sur un plateau, une grille. Et il y a deux règles qui vont régler ce placement-là. La première, c'est que votre pentamino doit toucher un de vos autres pentaminos. Mais la deuxième règle, c'est que ça touche toujours par les coins seulement. Et c'est le joueur qui a le plus de pentaminos de placer quand tout est fini qui gagne. C'est tout. Gem Blow, même chose. Mais Gem Blow, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas un plateau carré comme dans Blocus, vous avez un plateau hexagonal. Et non pas pentagonal, mais hexagonal. Et les cases sur le plateau sont en hexagone aussi, et quand vous placez les morceaux, ça va être des morceaux hexagonaux aussi. Vous ne devez pas les placer en touchant par les coins, vous devez les placer avec une case vide qui distancie chacun de vos morceaux. Et c'est comme dans Blocus, quand vous avez fini de placer vos morceaux, vous gagnez, à moins que vous n'avez pas réussi. Auquel cas, c'est celui qui en a placé le plus qui va gagner. Gem Blow a été un gros succès en Corée du Sud, énorme même, je dirais, à un point tel que Justin Ho a fait sa compagnie d'édition autour du nom de son jeu. Sa compagnie d'édition existe toujours d'ailleurs, et c'est Gem Blow Inc. que ça s'appelle. Son succès a même été international, puisque quand le reste du monde en a entendu parler, l'Europe et l'Amérique du Nord essentiellement, on a vite fait le comparatif avec Blocus, et on a vite constaté qu'on préférait Gem Blow à Blocus pour sa plus grande versatilité, mais aussi parce que, contrairement à Blocus, qui peut se jouer à 4 maximum, Gem Blow peut se jouer jusqu'à 6. Donc, c'est quand même un gros plus. Mais Justin Ho, par contre, est devenu vraiment un spécialiste des jeux qui flashent. C'est-à-dire des jeux qui attirent le regard, mais aussi des jeux très familiaux, à l'image du fameux Yutnori que je vous ai parlé auparavant. Des jeux vraiment qui sont même un peu, on pourrait dire, adaptés au marché nord-américain, qui adore
l'emballage et le tape à l'œil. Les choses qui peuvent vraiment attirer le regard sur une table de loin. On pourrait presque dire même que la Corée du Sud est un peu le plus nord-américain des pays asiatiques quand on parle de jeux de société. Parce que les Américains ont très vite adopté les jeux coréens et ont très vite voulu les distribuer. Quand je parle de ce genre de jeu que Justin Ho a fait pour faire essayer de vraiment se propager aux États-Unis, un de ces jeux après Jim Blow qui est vraiment très bien réussi, ça s'appelle Tok Tok Woodman. Oh! Et Tok Tok Woodman, s'il y en a qui ne connaissent pas, ben, sachez que c'est un Jenga à l'envers. Donc, vous avez un gros arbre et vous avez une hache. Vous devez frapper l'arbre parce que l'arbre est constitué de cimes d'arbres qui ont chacun des morceaux d'écorce. Et quand vous frappez à coups de hache, vous allez faire tomber des morceaux d'écorce sur les cimes et là, vous allez faire des points pour chaque morceau d'écorce qui sont tombés. Mais si vous faites tomber une cime, à ce moment-là, vous allez perdre des points. Donc, vous ne voulez pas faire tomber les cimes, vous voulez juste faire tomber les morceaux d'écorce avec le coup de hache. Donc, il s'agit d'être subtil et délicat, mais pas trop délicat parce que vous voulez faire des points. Ça a été un gros hit, Tok Tok Woodman, à un point tel que ça a même eu des versions pirates. Des rip-off! Bamboo Bash! Bamboo Bash en est un, effectivement. Et avec ça, Justin Ho a vraiment tracé la ligne à suivre pour le reste des éditeurs. Mais ça a quand même pris un petit peu de temps avant que les autres éditeurs sud-coréens suivent la cadence de ces jeux très visuels, très tape à l'œil et physique même très dextérité, parce que, faut se dire, les Sud-Coréens, c'est ça leur spécialité dans les jeux de société, c'est les jeux de dextérité. Mais on va quand même devoir aller avant ça dans des traditions plus familiales, plus conventionnelles, les jeux où on fait des collectes d'items avec des cartes. Parce que c'est par ce chemin-là que les Sud-Coréens ont commencé à essayer de percer le marché international. Et ça s'est fait avec M. Dong-Hoon Lee, fondateur de l'éditeur Visionary et auteur de jeux aussi. Le premier jeu qu'il a créé s'appelle King of History. King of History, c'est un jeu, forcément, qui va parler d'histoire, mais qui va parler de l'histoire de la Corée. Donc, c'est un jeu qui voulait, finalement, faire connaître l'histoire de la Corée au reste du monde et qui voulait aussi s'assurer des ventes en Corée pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Corée en Corée du Sud. Et ils sont nombreux parce que les Sud-Coréens sont très fiers de leur histoire. C'est une histoire de résistance devant les Chinois, surtout, et devant les Japonais. Et c'est une histoire très patriotique. Et King of History est un jeu de cartes où vous allez aller chercher des cartes pour faire des séries. Et ces séries vont permettre de faire des constructions sur une map de la Corée du Sud pour installer des châteaux, en illustrant finalement comment la Corée s'est créée. C'est un jeu où le hasard est très dominant, mais c'est un jeu quand même qui montre comment les premiers éditeurs coréens voulaient percer. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire quelque chose de simple, d'accessible, mais qui pouvait en même temps avoir une fonction éducative. Et qui était nationaliste aussi, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est que les Coréens sont très très nationalistes, ils sont très fiers de leur pays. Et quand M. Dong-Hoon Lee a fait son King of History, un autre Coréen qui est très connu aussi à l'extérieur de la Corée du Sud pour ses jeux, c'est Gary Kim. Alors Gary Kim, son premier jeu publié, était un jeu qui parlait aussi de la Corée, mais moins directement. Mais c'est un jeu qui est sorti en 2010 et qui était sur le thème du patinage artistique. Championnat du patinage artistique, à vrai dire. Et pourquoi... Oh, ça m'intéresse. Patinage artistique, pourquoi? Parce que Gary Kim était très conscient qu'en 2010, une certaine Yoona Kim était la grosse vedette de Corée du Sud. C'était la championne incontestée du patinage artistique. Il n'y avait pas une seule athlète olympique du monde qui lui arrivait à la cheville. C'était assez simple. Quand elle a compétitionné aux Jeux olympiques de Vancouver, si vous vous en rappelez, il y avait elle et il y avait le reste. On pouvait déjà donner la médaille d'or à Yoona Kim. On voulait plutôt savoir qui allait gagner la médaille d'argent. Et les Sud-Coréens le savaient.
Alors, évidemment, quand Gary Kim a fait son premier jeu, il n'a pas hésité à exploiter ce filon-là. Et son patinage artistique en jeu est une espèce de recyclage de Coloretto. Oui, monsieur Chrétien. Oh, ouais. Oh, ouais. Un recyclage de Coloretto avec des règles supplémentaires, où vous allez chercher des cartes à la façon de Coloretto pour essayer de remplir les objectifs de votre patineuse qui va devoir faire un certain nombre de sauts et un certain nombre de pirouettes et une séquence à respecter. Et ces cartes que vous allez chercher vont représenter ces acrobaties-là que vous allez faire et vous allez devoir aller les chercher pour les mettre dans un certain ordre. Et quand vous allez respecter votre ordre, ben à ce moment-là, vous allez faire des points bonus. Mais ça se pourrait que vous ayez raté votre saut. Alors à ce moment-là, la carte qui va venir après va être manquée parce que vous allez avoir trébuché. Donc, c'est intéressant. La thématique est bien représentée. Et Gary Kim a montré quand même ses talents avec ça. Parce que Gary Kim, après ça, est passé pour un auteur qui a été assez bien représenté au niveau international. Ses autres jeux ont été vite remarqués, chez les Français surtout, parce que les Français ont été parmi les premiers à remarquer les jeux asiatiques, à exporter. Et Gary Kim a été un auteur assez chouchouté chez les Français. Je vous dirais par exemple qu'il a fait un jeu, Gary Kim, qui s'appelle Le Lièvre et la Tortue. Un jeu qui est sorti en fait dans une gamme de jeux qui est faite en boîte de livres. Ben oui. C'est une belle série en plus. C'est une très belle série, effectivement. Et Le Lièvre et la Tortue, c'est bête, je me souviens plus exactement de l'éditeur qui fait les boîtes de livres. Bref, Le Lièvre et la Tortue. Yellow. Et c'est en fait, ouais, il me semble que c'est Yellow qui s'apparente à ça. Mais Le Lièvre et la Tortue était un jeu aussi de Gary Kim qui était vraiment très très bien, où est-ce que vous alliez faire courser non seulement le lièvre et la tortue, mais d'autres animaux, le renard aussi. Il y avait un renard, il y avait un loup, il y avait un mouton là-dedans. Et un autre auteur aussi qui s'est fait remarquer, mais lui, sur les États-Unis, plus, c'est Hope S. Wong, qui s'est fait remarquer avec le jeu Guildhall. Un autre jeu, finalement. Oh, oui, ça a été populaire quand ça a sorti. Ça, c'est très populaire. Je vous dirais que ça, c'était probablement le véritable coup d'envoi. Ben, non, Justin Ho a quand même passé avant. Mais Guildhall s'est fait remarquer chez les joueurs plus sérieux. Et c'est comme ça que les joueurs plus sérieux ont commencé à dire la Corée du Sud a peut-être des choses à offrir. Parce que Guildhall est un jeu intéressant du fait que vous faites des séries de cartes, encore une fois. Mais les séries de cartes que vous faites, plus votre série devient grosse ou intéressante, en fait, plus elle a des habilités spéciales. Mais plus elle vaut des points aussi. Alors, voulez-vous faire des points ou faire des habilités spéciales de votre série de cartes? Parce que si vous faites des points, vous n'aurez plus les habilités spéciales ensuite. Donc c'est ça qui est le grand dilemme de Guildhall, et ça a été vraiment un gros succès parce qu'il y a eu plusieurs extensions après ça qui sont arrivées. Monsieur... C'est le jeu avec les cochons. C'est le jeu avec les cochons sur la couverture. Monsieur Wong... Comme ça que je le connais, ce jeu-là. Monsieur Wong, d'ailleurs, a eu un autre succès après qui s'appelle Sherlock 13, qui est un jeu de discussion très 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 accessible qui joue en 15 minutes où vous devez trouver un coupable parmi 13 suspects dans l'univers de Sherlock Holmes. Ah, ça c'était affreux. Non, c'était très bon. Je me trompe. Il me semble que c'était bon. Non? Peut-être. Ben, moi... Peut-être. En tout cas, moi, mes souvenirs de ça, c'est que c'était justement un peu trop petit, là, mais c'était quand même intéressant. Là, ça avait fait un certain buzz, mais tu joues une fois, puis t'es comme, OK. Ben, pour les joueurs, en fait, qui veulent vraiment quelque chose qui joue vite, puis qui veulent vraiment rien de compliqué, ça fait la job. Dans le style déduction, là? Dans le style déduction. Ça faisait la job, mais en effet, c'est très, très petit, là, très court, là, ouais. Oui. Monsieur Wong et Monsieur Kim ont été publiés chez Visionary, d'ailleurs, qui était celui qui a fait King of History, qui est devenu Magpie après. Et c'est comme ça, à vrai dire, que les Coréens ont vraiment commencé leur envol. Parce que ensuite, il s'agissait de montrer l'image des Coréens dans les jeux. Et c'est pas l'image de Magpie avec Sherlock 13 ou avec Guildhall, ou même avec Koryo, qui est le jeu de Gary Kim qui a eu le plus de succès, qui est un autre jeu de cartes où on fait des séries avec des pouvoirs. Ouais. La grosse image de marque des Coréens, je dirais, c'est celle que Justin Ho a faite. Parce que je vous disais tantôt que Justin Ho faisait des jeux très tape à l'œil et très visuels. Alors, quand on a vu le succès que ces jeux-là avaient avec Tok Tok Boogeyman,
Mandu Games et Happy Baobab étaient deux autres éditeurs en Corée du Sud qui pouvaient faire leur marque aussi. Et qui sont devenus même des éditeurs distributeurs parce qu'ils ont fait en retour connaître les jeux des Occidentaux aux Coréens. Et là, on a vu vraiment des choses très intéressantes se dessiner. Par exemple, Monsieur Yuan Go, qui est un auteur coréen, qui lui a fait sa spécialité des jeux tape à l'œil avec des jeux où on explore le recto-verso des surfaces. Lui, il a inventé les jeux où on prend un morceau de tissu qui est imprimé recto-verso, et là, on le plie en 2, en 4, en 6. Battlefold? Battlefold, effectivement. Oh, ça c'est un jeu qui m'a toujours fasciné en fait. Je vois qu'est-ce que tu veux dire, tape à l'œil un peu. C'est intéressant. Ben voilà. Et il y a eu tellement de succès avec ça que Battlefold, en fait, était une réédition d'un jeu qui s'appelle Fold It avant. Parce que Battlefold est un jeu où on aurait rajouté des règles de combat entre joueurs. Mais Fold It, c'est plus un concours de vitesse pour savoir si on peut obtenir des résultats de série d'images en pliant. Et non seulement ça, mais Katala a été fasciné par ça. Il a été s'associer avec Yuan Go pour faire, lui, un jeu qui utilise ce principe-là pour faire une course de tapis volant avec Magic Fold. Donc, et pour vous dire aussi que les surfaces recto-verso intéressent M. Yuan Go, il a aussi publié, M. Yuan Go, Yummy Yummy Pancake en 2017, où vous êtes des cuisineurs, ou des cuisiniers plutôt, de crêpes, et vous devez, avec une mini poêlonne qui vient avec le jeu, faire tournoyer des crêpes dans les airs, et les autres joueurs doivent faire un pari sur combien de crêpes vont retourner sur le côté que vous avez prévu. Donc, nice. Alors ça aussi, encore une fois, ça se poursuit dans la tradition des jeux tape à l'œil, comme je vous dis, que les jeux jouets qui sont fascinants par leur visuel. C'est quelque chose qui peut vraiment intéresser les Coréens, mais aussi le public international. D'ailleurs, il y a même des auteurs à l'international qui sont venus publier en Corée des jeux qui sont exclusivement publiés en Corée. Coconut, en fait, en est un. Coconut, qui est un jeu avec des singes qui lancent des coconuts dans des espèces de petits seaux pour essayer de faire des pyramides avec ces seaux-là. Et Coconut n'est pas un jeu d'un Coréen, c'est un jeu, je pense, qui vient d'un auteur américain. Roberto Fraga, d'ailleurs, a publié chez les Coréens un jeu qui s'appelle Coco Banana, je pense, où vous devez... Coco Banana, c'est un Jungle Speed où vous devez tourner une carte avec votre adversaire. Vous choisissez votre adversaire avec qui vous allez faire un duel. Là, vous devez tourner une carte, et s'il y a soit une carte de banane, une carte de coconut, ou je pense que c'est une autre carte avec un autre motif, mais bref, l'idée c'est que vous devez tourner une carte avec une banane, et l'autre, s'il y a un coconut, les deux vont faire une action différente, parce qu'il y a une banane et il y a un coconut qui est au milieu de la table. Alors, l'idée, c'est que si vous tournez la carte banane, vous devez prendre la banane et frapper l'adversaire sur sa tête avec la banane. Et l'adversaire doit être assez vite pour prendre le coconut, se protéger de la banane. Nice. Nice, n'est-ce pas? Ok, intéressant. Donc, Wow. ça vous dit ce que ça vous dit, finalement. C'est ton genre de jeu, ça, on le sait. On le sait, ça. Mais évidemment que c'est mon genre de jeu. Donc, oui, les Coréens, bref, je vous dirais même que quand je vous dis qu'ils publient des jeux de d'autres auteurs, il y a même un jeu qui vient juste de sortir, que vous allez sûrement entendre parler, qui s'appelle Four Gardens, qui est un jeu tchèque, qui est publié par Korea Board Games, qui est l'éditeur dont préside M. Gary Kim. Et ce Four Gardens est un jeu assez fascinant parce que c'est un jeu de gestion de ressources où vous jouez avec une grande pagode en tourelle japonaise. Vous êtes au Japon. Et sur la pagode, il y a des symboles. Des symboles qui vont représenter des ressources. Vous allez avoir soit un symbole, deux symboles ou trois symboles dessinés sur un côté de pagode. Et les joueurs vont jouer autour de la table de sorte à faire face à un des quatre côtés de la tour. Et en faisant ça, ils vont avoir devant eux 4 étages de tour sur lesquels, sur chaque étage, on voit de dessiner les symboles. Ça pourrait être, par exemple, 2 symboles de bois, 3 symboles d'eau,
un symbole de herbe et l'autre étage n'aurait rien comme symbole. Donc là, ben, avec les 3 étages que vous avez, ça vous fournit les symboles. Mais en tant que tel, vous êtes obligé de jouer une carte à chaque tour pour faire tourner la pagode et essayer de voir quel symbole que vous allez avoir après. Donc, ça, c'est assez fascinant et c'est un hit assez gros même pour faire beaucoup parler présentement. C'est même un jeu, je crois, qui aurait été dans les nouveautés de Zendor au Jab. Ça sera pas au Jab virtuel? Ça sera pas au Jab virtuel. Une autre activité du Jab qui sera pas là. C'est ça. Ah! Pierre! Donc, jeu avec tapis pliable, j'en ai joué un, je me rappelle plus. Ça me semble pas être sûr que tu as parlé, mais c'est super intéressant comme mécanique. Hein. J'avais pas vu ça dans aucun autre jeu. Non, effectivement. Cool. Oui. Ben, il y a des choses vraiment qui sont assez inusitées en Corée du Sud. C'est ça qui est intéressant. Ils sont hyper créatifs dans leur concept de jeu. Justin Ho, d'ailleurs, a fait un jeu qui a fait dans le salon de SN 2019 où je pense que c'est 2018. Un jeu où on avait ça s'appelle Marble Bobsleigh, c'est un jeu de billes. Ça le parti. Ah oui. C'est arrivé même dans la mode parce que là vous voyez ça maintenant sur internet, des concours de courses de billes. Marble Bobsleigh exploite exactement ce principe-là. Les billes, ça représente des bobsleighs, puis là vous les faites aller pour savoir laquelle va arriver au centre en premier entre les billes des joueurs qui vont s'en aller. Donc c'est ça. Ah, ben, c'est quand même tout un monde. D'ailleurs, je pensais que tu allais nous parler de StarCraft. Oui, j'aurais pu. Ben, c'est sûr que StarCraft, oui, tout à fait. Ça montre encore une fois à quel point le jeu fait partie intégrante de la culture. Ouais. On peut être sûr que s'il y a du e-sport de board game qui commence, ça va être là que ça va commencer. Oui. Il y a des chances, effectivement. Il y a un jeu que t'as pas mentionné, puis un auteur que t'as pas mentionné, que peut-être que t'avais juste pas le temps, ou j'aurais aimé ça que tu nous en parles juste un petit peu. Je sais qu'on est serré dans le temps, mais c'est quand même un jeu qui détonne de tout ce que t'as dit, mais c'est le jeu Patch History. Oui, j'allais en parler, à vrai dire, mais j'ai remarqué qu'on manquait de temps. Patch History, qui est, disons, qui fait un peu figure d'exception dans les jeux sud-coréens, parce que, comme je l'ai dit, ils sont beaucoup plus axés sur le visuel, tape à l'œil, familial. Patch History est un jeu qui n'est pas dans le familial du tout, mais il reste quand même visuel. Assez unique, là, visuellement, comme style de jeu. Là. C'est très différent de ce qu'on connaît. Là. Assez unique. Je parlais des nouveautés de Zendar tout à l'heure, dans lesquelles j'aurais amené Four Gardens. Mais Patch History faisait partie de mes nouveautés au Jab il y a quelques années, parce que c'était un jeu hyper couru lorsqu'il était sorti. C'est un jeu de civilisation qui vraiment réimagine la façon dont on joue avec un développement de civilisation. Où on va prendre des cartes et on va les jouer sur la table et on va les superposer pour faire des zones et des nouvelles zones avec les superpositions. Et ça devient vraiment fascinant à cause de ça parce que ça fait en sorte qu'on doit jongler avec l'espace du jeu en même temps qu'on doit planifier nos développements de ressources et notre gestion économique. C'est très très fameux comme jeu, je dirais. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais parce que ça joue quand même un peu contre-instinctivement vos façons de jouer habituellement. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est édité par Danko Games, qui est un autre éditeur coréen aussi. Danko Games qui fait plus, je dirais, dans les jeux familiaux, mais pas seulement. Mais il est pas dans les jeux comme Justin Ho pourrait faire, Danko Games. Et Patch History, c'est 2 auteurs aussi. 2 auteurs, par contre, qui, je ne pense pas, ont touché à d'autres choses. 2 auteurs coréens. Ah non, c'est vrai. Ils ont touché à Juju Island, c'est vrai. Voilà. Très cool. Très cool. Ben, moi, j'ai hâte de voir si ça va continuer, si on va en avoir de plus en plus aussi. Parce que ça reste quand même assez... plutôt rare là, de voir ces jeux-là qui passent en Amérique ou en Europe. Là, donc, vraiment intéressé. Ça a l'air toute une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de penser le jeu. Donc, c'est super intéressant. Oui, absolument. C'est ça qui est fascinant dans l'identité ludique
culturel d'un certain lieu, c'est que ça transparaît là-dedans et certains jeux peuvent avoir un attrait ailleurs ou juste changer la façon. Puis là, un designer québécois pourrait prendre un jeu coréen qui est pas si populaire au Québec, mais quand même en tirer quelque chose, puis le transmuter et le transformer. Donc vraiment très très cool. Aujourd'hui c'était un épisode spécial. On avait la chronique de Pierre et la prochaine chronique, elle est préenregistrée. Oui, on fait ça des fois. Comme si ce que vous écoutiez là est pas préenregistré, en fait. Mais bon, c'est ça. C'est préenregistré d'un préenregistrement. C'était la conclusion du proto de l'année 2020, catégorie grand public. On a eu la chance de nous entretenir avec le gagnant, Antoine Lefebvre, et son jeu Arcturus Rex, mais surtout de recevoir à notre micro le mentor et designer d'expérience de la catégorie grand public. Donc c'est un nouveau concept cette année, là, quelqu'un qui assistait la catégorie grand public. Et nul autre que Hervé Marly, un auteur de jeux absolument phénoménal qui nous a offert des jeux notamment comme Skulls et Les Loups-Garous de Tierce Lieu. Alors c'est un interview d'à peu près une trentaine de minutes avec ces deux personnes, une vedette du jeu et une vedette montante du jeu. Alors j'espère que vous allez apprécier ce petit segment. On veut dire merde, putain, bordel de merde. Et oui, ici Simon et nous sommes là pour conclure l'arc magnifique du proto de l'année 2020, catégorie grand public. 2020 n'aura pas été une année facile et nous avons dû nous adapter, faire un peu de gymnastique, mais la catégorie grand public a su trouver son gagnant et nous sommes là maintenant pour l'activité de fin de parcours, si on veut. On aura la chance de reparler de ça un peu plus tard, mais avant tout, je dois présenter les deux invités avec qui je me trouve. D'un côté, nous avons un célèbre auteur de jeux français, et je mets l'accent sur célèbre parce que c'est pas nécessairement un auteur qui est reconnu pour la quantité de jeux qu'il a fait, mais plutôt la qualité des jeux qu'il a fait. Et c'est quand même drôle que j'ai dit ça parce que dans la dernière année ou à sortir tout prochainement, il aura quand même sorti 3 jeux. Mais bon, en général, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de la qualité. Et j'ai nommé Hervé Marly, auteur de Skull et co-auteur des Loups-Garous de Tierce Lieu. Bien entendu, à sortir dans la prochaine année, J'y crois pas, Maracas et Rain de Council. Alors, bonjour Hervé, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Simon, bonjour Antoine et bonjour Québec et à tous les joueurs du Québec que évidemment, comme tout bon français, j'adore. Ah. Je pourrais être au Québec, vous êtes un public tellement génial. C'est à la fois un mélange, de l'optimisme américain et puis de la culture française et ça c'est classe. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien dire que les Québécois sont des Américains qui n'aiment pas les armes et des Français qui n'aiment pas la confrontation. Donc ça, c'est ce qu'on aime bien ça. Et Hervé, bien entendu, est le mentor, auteur d'expérience de la catégorie grand public. Alors, il s'était engagé depuis le début du projet pour tester le jeu du gagnant et de revenir avec ses commentaires, ce qu'on fera un peu plus tard aujourd'hui. Donc merci beaucoup Hervé, on aura la chance de parler un peu plus de toi dans quelques instants, mais je vais présenter notre deuxième invité, et là on est choyé aujourd'hui parce qu'on a deux invités qui ne sont jamais venus à Balado Ludique. Oui, on a reçu beaucoup de gens, mais les deux invités que nous avons aujourd'hui ne sont jamais venus, et l'autre invité est nul autre que le gagnant du proto de l'année 2020, une vedette montante dans la communauté des auteurs québécois, très généreux de sa personne, j'ai nommé Antoine Lefebvre. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Vedette montante, je vais prendre le titre, mais je trouve ça un peu tôt encore. Oui, ben si tu prends le titre, c'est que tu l'acceptes, donc là, rendu là, habituellement les gens disent « Ah, t'exagères », puis tout ça. Antoine, il est correct, il est assez humble, mais réaliste aussi. Hein.
Ouais, c'est très gentil de votre part. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être là. On va avoir la chance de revenir justement sur le jeu gagnant, sur tout ça. Mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit un auteur de la trempe d'Hervé. C'est un auteur un peu particulier et on pourra décortiquer ça. Pas fait énormément de jeux, plusieurs personnes ne connaissent pas nécessairement son nom, mais quand on parle de ces gros jeux, tout le monde connaît ces jeux-là. Donc, Hervé, on va se lancer tout de suite là, dans une petite question, et ça, c'est Antoine qui m'a donné la piste de ça, mais comment est-ce que un apprenti acteur, un acteur en herbe, est devenu créateur de jeux de société? Ah oui, ah non, mais attention, parce que moi j'ai fait de l'impro, mais c'était pas mon travail officiel. Hein. Euh, mais c'est très très simple en fait. Je suis devenu auteur parce que j'adorais les jeux depuis toujours. De la même façon qu'un écrivain devient écrivain parce qu'il adore la littérature. Donc mon parcours d'auteur, c'est d'abord jouer beaucoup, ensuite rencontrer d'autres auteurs. Bon, en l'occurrence, les premiers que j'ai rencontrés vraiment bien, c'était Bruno Feduti et Philippe Despalières. Et quand on est passionné de jeux, ça je pense que tous les gens le comprennent, on commence par faire des variantes des jeux qu'on aime. On joue aux variantes, ça marche, et puis alors après, on devient un peu fou et on se dit ouais, mais je peux en faire des jeux. Alors c'est là évidemment que c'est plus compliqué, hein, parce que avoir une idée de jeu et faire un jeu, c'est quand même deux choses vraiment très très différentes. Donc je suis devenu auteur de jeux, mais d'une façon naturelle, en commençant à proposer des protos. Alors je crois que le premier que j'avais proposé en tant qu'auteur tout seul, sans Philippe Despalières, ça devait être Skull, mais à l'époque, il s'appelait la roulette moldave. OK. Et il marchait pas du tout. On a dû faire un tour. Et puis bon, à force de faire des variantes, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai fini par arriver à faire quelque chose de cette idée-là. Et puis en général, écoute, c'est pas compliqué, voilà. C'est comme ça que je suis devenu auteur de jeux. C'est effectivement pas compliqué. J'aime bien parce que tu parles de Skull comme ça. J'ai écouté justement il y a une journée ou deux pour me préparer un interview que vous aviez fait au sujet de Loup-Garou. Donc au départ, c'était un jeu beaucoup plus complexe qui fonctionnait pas. Par contre, entre Skulls et Loup-Garou, on arrive à la fin avec des jeux qui sont, on va dire, mettons, des jeux de party, des jeux d'ambiance qui sont très bien léchés. Hein, les règles sont claires, c'est des jeux simples qui s'expliquent facilement. Est-ce que ça, c'est un travail qui s'est fait pendant la conception, que c'était un objectif à faire, ou c'était plus, c'est venu des demandes de l'éditeur qui voulait que le jeu soit de plus en plus accessible? J'aime beaucoup que tu précises que Les Loups-Garous est un jeu léché. Bon, c'est toujours agréable de se faire lécher par des loups-garous, j'imagine. C'est peut-être pas la même expression, hein. Ça peut créer confusion à certains points. Ah bon, d'accord. On va dire poli, qui est net, qui est propre. Ah oui, restez poli. Et en fait, non, il n'y avait pas de demande d'éditeur, tout simplement parce qu'au départ, les loups-garous, il n'y avait pas d'éditeur. Hein. Donc, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et pour Skull, non, j'ai pas du tout été influencé par l'éditeur, qui à l'époque était donc Philippe Despalières, avec les éditions lui-même. Mon seul but pour Skull, c'était vraiment d'arriver à l'essentiel de l'essentiel du noyau dur du jeu, enlever les scories, tout le gras, pour arriver à un minimum et indispensable de règles. C'est-à-dire que la façon d'estimer qu'une règle est au point, à mon avis, c'est tout ce que tu peux enlever dans la règle, enlève-le, tant que ça dénature pas le jeu. Et à la fin, on se retrouve avec ce qu'il faut conserver. Et que si tu enlèves une ligne, le jeu ne fonctionne plus. Donc globalement, j'ai jamais été embêté par les éditeurs. J'aime qu'est-ce que tu viens de dire là, parce qu'une de mes prochaines questions, c'était justement sur, là c'est une question un peu plus large, là, mais une philosophie de design de jeu que tu appliques quand tu conçois des jeux. Donc la simplicité, l'épuration des règles pour toi est un facteur influent. Oui, dans la plupart de mes jeux, c'est ce que j'essaye de faire. Et je voulais faire une petite incise. En fait, je suis pas trop à l'aise avec la catégorie jeu d'ambiance. Okay. Je trouve que c'est un peu péjoratif entre parenthèses. Je pense moi, j'aime beaucoup les jeux conviviaux. C'est-à-dire, en fait, jeux conviviaux parce que on est ensemble, on partage un moment
et on va essayer de sortir autre chose que de faire des calculs mathématiques ou d'optimisation de déplacement, de ressources et ainsi de suite. J'adore ces jeux-là aussi, hein, mais c'est pas ce que moi j'aime créer, ce que j'aime faire en tant que jeu. Et donc pour moi, jeu d'ambiance, c'est, je sais pas, c'est comme si on jouait au coup Saint-Péter, tu vois. Voilà. Mais je pense que c'est un peu trop restrictif. Il y a quelque chose de plus fort que ça dans les jeux d'ambiance. Ok. Donc, on a pas... Ben, c'est une belle distinction de termes. Moi, jeu d'ambiance, ça me fait tout le temps penser à des grands-mères qui sont en train de jouer aux cartes dans un salon pour de personnes retraitées, là. Donc ça m'a toujours évoqué ça. Donc je suis pas grand fan de ce terme-là non plus. Donc jeux conviviaux, peut-être qu'on va essayer à Balado Ludique de mettre ça de l'avant et on va bien entendu te créditer pour le terme. Oh, mais je suis honoré. D'ailleurs, j'arrête pas d'être honoré depuis le début. Heureusement que je suis assis. Hein. On pourrait parler de plus en détail de tous tes jeux, tout ça. Par contre, là, on voit, bon, t'as été des moments plus actifs, des moments moins actifs dans ta carrière d'auteur. Et l'année 2020 a été une année assez active. On sait, bon, que les jeux sortis en 2020 n'ont pas été nécessairement conçus en 2020, là, mais on peut imaginer cette période assez active pour toi, qui sort donc 3 jeux, et là ma question chevauche une qu'Antoine avait écrit, fait que je vais tout de suite lui passer la balle au bon pour qu'il complète ma question. On va voir s'il pourra devenir animateur de Balado Ludique éventuellement. Ah oui, bien sûr. C'est ça, effectivement, sur ton profil sur BGG, on peut lire que tu es testeur pour Bruno Faidutti depuis un certain temps. Est-ce que c'est cette collaboration-là qui t'a poussé à passer plus sérieusement du côté de la création? Ou est-ce que c'était vraiment une petite graine qui était déjà là avant même de le rencontrer? Alors, la petite graine était déjà là, mais en résumant, Bruno Faidutti m'a ouvert les portes du monde d'auteur de jeux, et Philippe Despalières m'a mis le coup de pied au cul pour que j'y rentre, en résumant. Ah, fait que tu t'es fait bien accompagner, on peut dire. Ah bah, complètement, oui, ça, vraiment, j'aurais pu tomber sur bien pire. Hein. Mais c'était il y a déjà plus de 20 ans. Hein. C'était une autre période, une autre époque. Les jeux n'étaient pas vus de la même façon. On se connaissait tous. On se tapait dans le dos, on bouffait ensemble. Enfin, on continue à bouffer ensemble. On se tape moins dans le dos depuis une année, là. Justement, là, on parlait de Bruno Faidutti. Et dans les jeux qui sont sortis, là, c'est dur de savoir parce que 2020 sont-ils sortis? Est-ce qu'ils sont pas sortis? On les a pas encore au Québec, mais sont peut-être sortis en France. Dans ces 3 jeux qui vont sortir, il y en a 2 qui sont des collaborations avec Bruno. Oui. Oui. Il y en a un, c'est plutôt un gag, hein, c'est Maracas. Bon, c'est vraiment un jeu, comment dire, pour rigoler. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un gag. Bon, alors ça, bien plus à l'éditeur, donc tant mieux, tout va bien. Mais enfin, un jeu auquel il faut remuer des maracas avec des diamants à l'intérieur pour essayer de deviner le nombre de diamants, vous voyez, c'est quand même un jeu hautement intellectuel et philosophique. Ensuite, on n'est pas loin du coussin péteur, hein, là. Ça se joue pas avec la même partie du corps. Hein. Après, il y a un peu un principe de musique aussi. Oui. Pour Rain, ça a été une demande de l'éditeur qui cherchait à faire une adaptation de son superbe et célèbre jeu iPhone, smartphone. Et on a fait quelque chose en essayant de respecter l'esprit du jeu, mais en faire un jeu de plateau. Et l'édition est superbe. Hein. D'ailleurs, j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est classe. Et c'est amusant parce que j'ai joué aussi à un jeu qui ressemble un peu à ça, qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, sur le principe aussi d'un règne qu'il faut faire durer le plus longtemps possible. C'est idiot, j'ai oublié le nom du jeu. Où on a un petit peu également des buts cachés à atteindre et à faire évoluer l'état du royaume selon divers critères, comme la population, l'armée, la richesse, et ainsi de suite. Bon, c'est idiot, j'aurais dû réviser un peu là. Bon, enfin. Ben non, c'est correct. De toute façon, j'espère probablement qu'on aura la chance de te réinviter. Là, c'est pas terminé, mais je vois qu'on pourrait parler vraiment longtemps parce que la question d'adapter un jeu mobile en jeu de société, c'est une question probablement que plein d'auteurs se posent, plein de gens essayent d'aborder. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais dans le futur si on a la chance de creuser un peu plus, là. D'ailleurs, là, je dévie parce que c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Dans la communauté des auteurs français, on voit
énormément de collaboration, de co-design. Puis là, ben, dans le fond, toi, avec deux jeux cette année qui sont dans cette optique-là, avec Loup-Garou même au départ, qui était déjà dans cette optique, est-ce que et là c'est un peu large, mais tu crois que ça fait partie de l'essence de la communauté des créateurs de jeux de société français, ou c'est plus coïncidence? Je pense que c'est plutôt une opportunité qu'une sorte de ligne de conduite en général. Bon, quand on se rencontre entre auteurs, on discute et puis on a souvent des projets de jeux et on n'a pas continué à travailler et puis voilà, on sent dans la discussion que tel ou tel autre auteur dira bah, si tu veux, je peux travailler avec toi ensemble et puis on y va quoi. C'est plutôt informel. C'est une question de rencontre. Hein. De toute façon, tu verras hein, que les auteurs qui collaborent sur des jeux sont des gens qui se côtoient en général assez fréquemment. Puis là, ben, tu l'as mentionné un peu avec comment t'as entré dans le monde des jeux, le réseau des auteurs avec qui tu tiens, ta gang, comme on peut dire, et semble très importante là, parce qu'ils vont vous allez inter-influencer vos projets en étant testeurs l'un de l'autre et en faisant évoluer ces projets-là ensemble, j'imagine. Ben on est toujours prêt à donner nos conseils, nos avis sur les protos qui sont testés de nos amis autres auteurs de jeux. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est fait d'une façon, comment dire, tout à fait honnête et transparente. Pour tous les auteurs que je connais, on est vraiment, comment dire, il y a une honnêteté intrinsèque, on va dire. On ne va pas chercher à se piquer des idées. Et puis, si on voit une idée qui a été reprise ailleurs, on ne va pas chercher non plus des coups dans la tête. Ah, ben alors, tiens, voilà, j'ai un exemple qui me concerne. J'ai un jeu qui s'appelle Twinit, si je ne me demande pas Twinit. Enfin, un jeu de questions avec indice où en fait le principe c'était que les deux personnes qui vont faire deviner un mot aux autres joueurs vont proposer un indice, mais ils vont parler en même temps. Et s'ils donnent le même mot, c'est annulé. Hein, donc, négatif. Et en fait, j'ai retrouvé ce principe dans un autre jeu que je trouve absolument génial et excellent, qui s'appelle Just One maintenant. Ben ouais, Just One qui a gagné plusieurs prix et qui est un succès monstre. Hein? Eh oui, mais c'est vraiment un jeu excellent, excellent. Et en fait, c'est un jeu qui a travaillé sur le même principe que celui que j'avais proposé moi chez Cocktail Game. Mais à aucun moment, je n'ai pensé qu'ils auraient piqué l'idée ou fait quoi que ce soit. Et si même ils s'étaient inspirés du mien, mais il n'y a aucun problème. Quoi. Ils l'ont tellement mieux exploité que moi, j'aurais dû avoir l'idée qu'ils ont eu eux et que je ne l'ai pas eu, donc tant mieux pour eux. Ouais, les idées appartiennent à personne, hein, et ça c'est le genre de discussion qui nous donne envie de fumer un gros pétard et même juste d'imaginer que les idées sont dans l'air et que tout le monde peut les attraper chacun leur tour. Hein. Ouais, c'est tellement vrai. D'ailleurs, la plupart des gens que je connais qui sont fans de jeux, hein, des joueurs, qui finissent toujours par me dire bon, ben voilà, je vais faire un jeu, j'ai une idée de jeu. Mais l'idée, c'est rien d'avoir une idée. Tout le monde a des idées. Faire un jeu, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme dire à un réalisateur j'ai une idée de film, hein, ou j'ai une idée de moi, un écrivain. Dire bon, bah ouais, il reste à peu près 90% du boulot à faire. Hein. Mais je suis content de t'entendre dire ça parce que c'est quelque chose que dans les communautés d'auteurs plus amateurs, on entend beaucoup les gens ont peur de partager leurs idées parce qu'ils ont peur de se la faire voler. Mais une idée de jeu, c'est très peu dans le processus complet de création. Là. Ouais, tout à fait. C'est la petite graine, mais la faire germer, c'est un travail énorme. Hein. Une bonne idée peut faire un mauvais jeu et une mauvaise idée peut faire un bon jeu. J'aime ça. Est-ce qu'on parle ici de Maracas? Non. C'était trop facile, désolé, mais en fait j'aimerais me le procurer, Maracas, ça me semble agréable. Des fois c'est le fun d'avoir ce genre de jeu là aussi dans sa collection. Ça prend de tous les types de jeux pour faire une belle collection. C'est un petit jeu de début de soirée pour décontracter l'atmosphère. Ouais, de début ou de fin de soirée. Alors, tu as raison, c'est plutôt fin de soirée. Je sais pas, Antoine, si t'avais peut-être une ou deux questions. Moi, j'en avais peut-être une pour conclure, mais je pourrais te laisser peut-être en parler une ou deux questions si t'en avais de ton côté. En fait, moi, je remonte en fait à tes débuts de création. Puis je me demandais si tu pouvais remonter dans le temps et rencontrer le jeune Hervé Merly avant qu'il commence, donc au tout début de sa carrière d'auteur. Quel conseil tu voudrais lui donner?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais savoir, t'aurais aimé savoir au départ et que maintenant tu sais? Changer de coupe de cheveux déjà. On fait tous des erreurs de jeunesse. Qu'est-ce que je me dirais? Sincèrement, j'en sais rien. Peut-être d'avoir un peu plus confiance dans les propositions que je peux faire. Voilà. En résumant, c'est ça. Mais bon, ça c'est un peu normal, hein. Quand on commence dans un domaine, on a tendance à supposer que ce qu'on propose n'est pas forcément valable, pas forcément intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des propositions, même si elles semblent un peu stupides. Il y a toujours quelque chose à en tirer, enfin, en général. Donc, c'est peut-être ça que je dirais. Et confiance en toi, mon gars. Ah, ça c'est bien, j'aime ça. Et confiance en toi. Parce qu'effectivement, on a une petite communauté d'auteurs au Québec qui grandit de plus en plus, vraiment dans la dernière année, ça l'a explosé. Et je me tue à leur répéter justement d'essayer de foncer, d'avoir confiance en ce qu'ils font. Et c'est très difficile pour les jeunes auteurs parce qu'ils se sentent un peu intimidés par les jeux qui sont sur le marché, par les auteurs qui sont déjà établis. Donc, c'est difficile pour eux de faire leur place dans le milieu. Oui, ça, je comprends que ce soit difficile. Ouais. Effectivement, c'est de plus en plus dur, hein, parce que pareil, quand on a commencé, on n'était quand même pas si nombreux que ça. Le marché n'était pas énorme, hein, mais les propositions d'auteurs n'étaient pas non plus tellement grandes. Maintenant, la concurrence est quand même vraiment très, très, très rude, hein. C'est vraiment compliqué pour un nouveau jeu de s'imposer. Au bout de 3 mois, s'il ne fonctionne pas, c'est mort. Ben, c'était effectivement un peu ma question, là, sans rentrer trop dans le détail, mais ça fait un bout de temps que t'es dans le domaine, justement, plus de 20 ans que tu côtoies l'industrie du jeu. Ça fait justement 20 ans cette année que Loup-Garou est sorti. Si tu pouvais comme déterminer un gros changement qui est arrivé dans l'industrie, tu le verrais sous quel angle, justement? La popularité du jeu de société, voilà, qui est vraiment devenu quelque chose qui est sorti du domaine de l'enfance pour atteindre les couches les plus diverses et oublier un peu le mépris qui était associé au principe du jeu de société. On va dire que c'est un peu un parallèle avec la bande dessinée, hein, avec 40 ans de retard, hein, mais je pense que c'est ça le grand changement qui a été fait. Et en parallèle avec les jeux vidéo d'ailleurs, hein, qui ne nous ont pas concurrencés. Ah, t'as une belle analogie, j'aime bien la comparaison justement de sortir, de penser que les jeux c'est plus un truc pour les enfants, mais c'est bien pour tout le monde. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des jeux pour les adultes. C'est la démocratisation de la culture geek qui a aidé beaucoup dans les dernières années, là. Ouais, c'est vrai. Et je me rappelle, hein, quand j'étais encore salarié dans une boîte où je faisais de la PAO, que j'expliquais que je passais tous mes jeudis et tous mes vendredis à jouer aux jeux de société, la patronne me disait, mais ça sert à rien. Je lui dis, mais c'est ça le truc. Elle avait totalement raison, hein, malgré tout. Non, mais elle pensait faire une sorte d'analyse dévalorisante, mais au contraire, elle a tout à fait compris le principe du jeu. Oui, ça sert à attention, dans les faits, ça sert à quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit l'objectif de l'auteur de jeu, de dire que ça sert à quelque chose. Parce que là, on tombe dans les jeux éducatifs et c'est vraiment notre domaine. Ouais, ça, on pourrait justement parler longtemps des jeux éducatifs. C'est un sujet qu'on a attaqué quelques fois ici, puis ça sera pour une autre conversation, mais effectivement, le jeu a comme but d'être jeu. Bon, c'est sûr que de procurer du plaisir est probablement l'objectif de base des jeux, mais au-delà de ça, il devrait pas avoir grand-chose d'autre. Je peux faire une analogie si j'ai 2 secondes? Ben oui, absolument. La différence entre ce qui est jeu et ce qui n'est pas jeu, pour moi, il y a un exemple vraiment facile à comprendre, c'est le poker. Le poker, quand tu joues entre amis, c'est un jeu, voilà. Mais quand tu gagnes ta vie avec le poker, ben, c'est plus un jeu. Parce que là, c'est devenu un jeu utilitaire, c'est un boulot, quoi. C'est plus un jeu. Donc, il faut que le jeu soit vain, entre parenthèses, vain dans l'esprit philosophique qui n'a pas de but comme utilitaire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais. Ben c'est une belle chose, une belle philosophie à explorer et à débattre parce que c'est quelque chose d'assez large, hein, le jeu. Des gens vont passer leur vie à essayer de définir qu'est-ce que le jeu. Je pense qu'en tant qu'auteur, c'est important au moins d'avoir sa propre définition un peu de qu'est-ce que le jeu. C'est n'importe quelle activité réglée, avec une règle donc. Hein. Non, ça prend des bons safe words, ça c'est important.
Où il y a le moins possible d'enjeux. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais plus il y a d'enjeux, moins c'est un jeu. Plus il y a d'enjeux d'argent, moins c'est un jeu pour le poker, par exemple. Plus il y a d'enjeux dans les compétitions de football, moins c'est un jeu. L'enjeu doit être le minimum possible dans la vraie vie réelle. Ouais, fait que si ta femme te dit que si tu gagnes, tu vas dormir sur le divan, ça c'est jamais très bon, là. Ça enlève un peu de plaisir, là. Ouais, tu t'es trompé de on va peut-être comme conclure cette petite interview. Habituellement, on aime ça parler avec les gens pendant 1 heure et demie. C'est plus dans notre habitude, mais bon, on est dans un format un peu particulier. Mais j'aimerais quand même que tu nous parles de ton dernier jeu sorti, J'y crois pas. De plus en plus, on voit des influenceurs, des médias indépendants du jeu de société qui font des vidéos de eux en train de jouer à J'y crois pas. Donc c'est en train de devenir quand même un espèce de petit phénomène de jeu. Donc si tu veux peut-être nous le décrire un petit peu et exciter les gens par rapport à ça. Oui, alors J'y crois pas, c'est une réédition modifiée d'un ancien jeu qui s'appelait Le Fictionnaire, qui avait été édité chez des auteurs et qui intéressait d'autres éditeurs. Et bon, en l'occurrence, j'ai signé avec Studio H et Hicham. C'est un jeu de questions. Donc, un candidat va poser une question et chacun des autres joueurs va proposer une réponse. Et évidemment, dans les réponses, il y a une vraie et les autres sont inventées. Donc, le principe du jeu avec la modif, c'est que c'est devenu un stop ou encore. C'est-à-dire que précédemment, dans le fictionnaire, il fallait simplement trouver la bonne réponse. Ouais. Là, maintenant, on va mettre un petit côté suspense plus important, puisqu'il faut d'abord éliminer les réponses dont on pense qu'elles sont fausses. Et le candidat peut arrêter quand il veut et gagner les points qu'il a engrangés. Mais s'il continue, il risque simplement d'éliminer la bonne réponse et du coup perdre tous les points qu'il aurait pu gagner. Et tous les autres joueurs qui ont eu une proposition crédible, eux, vont conserver le point, en fait. Donc ça change vraiment beaucoup les choses. Et au deuxième aspect, j'ai pas voulu faire un jeu scolaire du style Trivial Pursuit, où c'est le type qui a la mémoire la plus importante, qui a bien suivi l'école, pour sortir. C'est un jeu où où mon gros du travail, en dehors de la règle, c'est de trouver des questions dont les réponses sont quand même carrément bizarroïdes. Impossible à savoir. Ça permet à tout le monde de dire un peu n'importe quoi et d'être crédible. Donc c'est quand même moins stressant que savoir exactement combien d'arches il y a sur le pont d'Avignon. Est-ce que ça c'était le cas dans le fictionnaire, d'avoir des questions avec des réponses insolites ou? Oui, c'était déjà ça. Parce que j'aimais beaucoup ce jeu, j'avais fait le lien que ça ressemblait, mais je savais pas que c'était exact. Ben, en fait, il y a un changement quand même assez important malgré tout dans le jeu, là. Ah oui, je te conseille d'essayer la nouvelle version. Ouais, j'ai vu, je trouvais que ça avait l'air vraiment bien. C'est le genre de jeu que j'adore aussi, hein. Bullshiter entre amis, c'est super. Alors, évidemment, ça demande un gros travail de documentation et je suis obligé de croiser les informations pour être à peu près sûr quand même que c'est la réalité que je propose. Mais l'essentiel du boulot, il est là. C'est très très long de trouver des questions qui me conviennent. Ouais, exact. Ben oui, c'est un peu le défi dans ce genre de jeu-là, en fait, hein, parce que tu veux pas que trop de gens le connaissent, mais tu veux pas non plus que la réponse soit évidente par rapport à ce que les autres peuvent inventer. T'sais. Et voilà. Et aussi, est-ce qu'il est possible de proposer des réponses, au moins 6 réponses crédibles, tu vois? Ouais, faut que ce soit assez large pour que les gens proposent pas toutes la même chose, dans le fond, là. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège aussi, de trouver de l'information sur Internet, sur le web, et de se rendre compte que finalement, que c'est de la foutaise, que c'est pas vrai. Il y a certaines compagnies de jeux qui ont trouvé des informations qui pensaient véridiques en ligne, et ça s'est retrouvé dans le jeu directement, et c'était complètement erroné. Donc, il y a toujours ce piège-là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et alors, on m'a demandé, moi, assez souvent, quel était le point commun entre la plupart de mes jeux. Et comme tu me parles de J'y crois pas, j'ai découvert quelque chose, en fait, c'est que dans la plupart de mes jeux, il y a un thème vraiment un peu fondamental, c'est la recherche de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Tu regardes Les Loups-Garous, tu regardes Petit Meurtre et Faits divers, Skull, tout ça, c'est des jeux où on est confronté à la recherche de la vérité. Même Maracas, hein, se situe là-dedans.
C'est un petit côté déduction, en fait, et bluff qui est très présent. Ouais, c'est ça, la recherche de la vérité. C'est une philosophie. Et J'aime le bien. prochain que je travaille et qui est développé chez les Slow Cowboys reprend ça aussi. Mais c'est un jeu narratif, hein, donc ça va pas tout à fait. Mais il y a quand même cette espèce d'essence de recherche de vérité, en fait. Yes. Ah, ben Oui, c'est donc- très cool. J'aime bien que tu aies pu le résumer comme ça sans même qu'on te pose la question. Ça, c'est du talent. Merci. Super. Fait que, comme j'ai dit, bon, le temps file et tout ça, c'est le genre d'interview qu'on aurait étendu, qu'on aurait pu aller creuser chacun des jeux, puis vraiment, il y a même des jeux qu'on n'a même pas parlé, là. Donc, qu'on aurait pu vraiment creuser et voir le développement. Il y a beaucoup avec des auteurs qui sont là depuis longtemps aussi. Il y a tellement de choses à discuter. D'ailleurs, merci de ta générosité dans tes réponses. J'apprécie ça. C'est vraiment agréable. On va passer à la deuxième portion de cette chronique et nous sommes de retour sur le proto de l'année 2020, catégorie grand public. Le proto de l'année 2020, c'est un projet qui n'a que 2 ans en ce moment, mais qui, sur la scène québécoise, prend quand même de plus en plus d'ampleur et c'est un projet à long terme qui va continuer de s'imposer comme un concours de prototype d'importance pour les auteurs du Québec, mais c'est un concours qui est ouvert à l'international. Donc, c'est quand même un concours pour tous, mais principalement, bon, 95% des inscrits l'année dernière étaient des Québécois. Malgré tout, je tiens à mentionner que dans la catégorie expert, dont on parlera un petit peu plus tard, nous avons 2 groupes de Français en finale. Alors, c'est quand même assez intéressant. Mais bon, revenons à nos moutons. Cette année, on avait décidé de faire les choses un peu différemment avec le proto de l'année. On voulait, dans la catégorie expert et dans la catégorie grand public, aller chercher un auteur, une autrice d'expérience qui pourrait tester le jeu gagnant et venir donc à notre micro pour parler avec le gagnant, lui donner quelques conseils, lui parler de son expérience, voir un peu comment est-ce que ça pourrait lui donner quelques conseils, en fait, lui partager son savoir, si on veut. Et juste d'avoir des commentaires sur un jeu de quelqu'un avec une certaine crédibilité, c'est toujours gagnant. Hervé Marly a accepté avec beaucoup de générosité d'être le mentor, le designer d'expérience de la catégorie grand public. Et comme je vous ai dit au début, nous sommes avec Antoine Lefebvre, gagnant de la catégorie grand public, avec son jeu Arcturus Rex, un roll and write en noir et blanc pratiquement, qui se joue avec des dés normaux. Alors un jeu très sobre dans son approche, si on peut dire. Hervé a testé le jeu. Avant qu'on se lance, je vais quand même donner la parole un petit peu à Antoine pour qu'il nous parle de rapidement sa réflexion quand il a approché ce projet-là. Donc, un peu l'angle d'approche qu'il avait lorsqu'il a commencé le projet. Oui, en fait, au départ, c'était un peu un appel d'un éditeur québécois qui cherchait des projets justement de type roll and write qui se jouaient seulement avec des dés standards. Donc, on ne voulait pas aller chercher des cartes ou quoi que ce soit. Donc, du matériel que les gens avaient à la maison. Je me suis lancé le défi d'essayer de faire quelque chose. Puis en fait, je suis un fan au départ du jeu Tréfuté, donc de Wolfgang Warsch, qui est sorti il y a 2 ans. Sauf que je trouvais qu'en multijoueur, il était un petit peu long et il était un petit peu difficile d'accès peut-être pour les nouveaux joueurs. Donc, je voulais essayer Donc, j'étais parti avec la prémisse là, de vouloir faire quelque chose de plus accessible. De rajouter une thématique aussi, parce qu'on ne se cachera pas, Tréfuté n'a tout simplement pas de thématique, ça reste un jeu abstrait, et c'est bien correct comme ça aussi. Et je voulais aussi qu'il soit simultané, donc les joueurs puissent jouer en même temps. Donc ça, c'était la prémisse de départ. Je suis parti de la thématique des légendes arthuriennes parce que je suis fan de la série Kaamelott, on ne se cachera pas, c'est une excellente série française. Donc, je suis parti de cette thématique-là et j'ai réussi à faire, je crois, quelque chose qui était vraiment très accessible, rapide à jouer et qui va vraiment donner beaucoup de rejouabilité. Donc, c'était vraiment l'idée de départ.
Ben, c'est super, merci, ça nous met dans le bain, comme on dit. Et je vais passer la parole à Hervé, maintenant, qui a testé le jeu. J'imagine que tu as imprimé ça à la maison avec sur du papier français ou... Oui, il est tellement beau. Effectivement, je l'ai fait jouer à des amis et on a passé un bon moment. Alors, je pense que Antoine, tu as réussi le challenge qu'on t'avait donné, enfin ton éditeur. Effectivement, les règles sont facilement assimilables. C'est toujours agréable de jouer dans l'univers des légendes arthuriennes, même si le rapport avec Camelot là n'est pas forcément évident. Parce que du coup, il aurait pu avoir un Méléagant, qui est vraiment un personnage que j'adore dans la série. Et enfin, c'est un jeu qui... Ah oui, le critère essentiel du jeu. On a envie d'y rejouer. Voilà. Donc ça, c'est toujours très très bon signe. Donc, on a passé un bon moment avec des dés standards, avec une règle d'utilisation des dés qui est assez originale, et puis des prises de risque à faire avec parfois des petites choses que moi je trouve un petit peu difficiles, et puis des petits trucs de design, mais que l'éditeur va contrôler, j'imagine. Et globalement, ce jeu est une réussite. Merci beaucoup. Oh, wow! C'est évident. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Simon, le roll and write, en ce moment, il y en a un bon paquet. Effectivement, c'est une mode. En fait, on pourrait dire, je parlais avec des amis auteurs il y a quelques jours et on en est venu à la conclusion pratiquement que le roll and write n'était plus une mode, mais bien une nouvelle mécanique de jeu qu'on va retrouver par-ci, là, chaque année. Il va y en avoir un certain nombre de roll and write. C'est maintenant une catégorie de jeux qu'on va retrouver année après année. Oui, tout à fait. C'est devenu une catégorie, mais je pense que maintenant, il y a un petit travers qui est en train de se développer sur le roll and write en faisant des jeux un petit peu trop compliqués, à mon avis. On a voulu les rendre, je ne sais pas, plus intelligents peut-être, alors que le principe du roll and write, c'est bien d'essayer de rester sur des choses assez simples et accessibles, où on ne reste pas 2 heures à tracer des traits ou à cocher des cases, à faire des choses... Non, c'est bien, le Rex Arcturus pour ça, est vraiment bien dans la ligne de ce que j'aime. Super, ouais, ben c'est effectivement un jeu pas très long, assez accessible, qui a selon moi, tout pour plaire. Une de ses forces, et tu pourras peut-être me confirmer ou infirmer la chose que moi j'avais trouvé en jouant, c'était... le fait que c'est très serré, hein, les décisions à prendre. C'est un jeu, on va dire, qui est tight, qui est étroit, qui est... chaque chose que tu places est assez cruciale. Et à la fin de la partie, tu te rends compte que les scores sont assez similaires si tu as fait une bonne partie ou une moins bonne partie, même si tu as joué dans des sections différentes. Là. Oui, c'est vrai. Les scores ont été assez serrés, ce qui prouve aussi que le jeu est bien équilibré et qu'il relativise l'effet chaotique des dés. C'est la gestion, effectivement, de la statistique et des probabilités, c'est quelque chose qui est un peu difficile à gérer lorsqu'on fait un jeu avec seulement des dés. Donc, qui vont dicter 100% la partie. Et c'est avec cette idée-là en tête aussi que je voulais en fait que les joueurs n'aient pas nécessairement les mêmes dés. Parce que je trouve ça dommage que lorsqu'on joue simultanément, que les joueurs aient tous les mêmes dés, parce que souvent, les plateaux vont finir par se ressembler. Donc, ce que je préférais, moi, c'est que les joueurs aient des dés sensiblement les mêmes, mais pas exactement les mêmes. D'où l'idée d'avoir un dé qui va être retiré et donné à Merlin systématiquement à chaque tour. Donc, les joueurs se retrouvent à avoir environ le 3/4 les mêmes dés que les autres joueurs. Donc, ça va faire des plateaux distincts et ça va un petit peu mitiger le hasard aussi des gros dés ou des dés versus les petits résultats. Je suis d'accord, c'était une bonne chose. Beau travail. Merci beaucoup. Venant de toi, c'est un très beau compliment. On s'attendait à ce qu'ils détruisent le jeu, mais bon, c'est ça, hein? Fait qu'on fait ce qu'on peut. Je suis partiellement déçu. Partiellement déçu, effectivement, mais bon, on se contente de ce qu'on a.
absolument à ce que je maîtrise le jeu. Il y a 2-3 petites choses que je pourrais toujours dire. Ah, ben là, toujours. on a le temps, hein. Oui, je vais me retenir de dire qu'est-ce que je pensais, c'est bon. Non, c'est bien. Fait que, ben oui, Hervé, si t'as des petites choses que t'as en tête sur le jeu, ça peut toujours être utile d'avoir un ou deux petites critiques constructives, si t'en as. On veut pas te tordre le bras non plus. Hein. Non, c'est vraiment des choses pas très graves. Hein. C'est des détails, par exemple. Alors, pour mes drafts, comment on prononce ce mot d'ailleurs? En fait, c'est Mordred, mais c'est le nom en gaélique. Le fait d'avoir inscrit une tête de mort dans la dernière case, en fait, a laissé supposer à pas mal de joueurs que cette case-là était gratuite. J'ai eu ça dans les tests aussi. Ouais. Mais bon, ça, encore une fois, c'est le design. Hein. C'est quelque chose ouais. C'est plus de l'ergonomie et des choses comme ça. Fait que oui, ça, c'est clair que quand on est rendu à critiquer ces aspects-là, on sait que le jeu est rendu assez solide. Là. On est d'accord. On aurait aussi apprécié avoir un peu plus de château à Camelot, parce que c'est quand même très bien d'avoir un plus un moins un. Et la dernière chose, le Graal est très difficile à atteindre. En même temps, c'est le Graal. Hein. Ouais, c'est le Graal, effectivement. D'ailleurs, dans la version, et là, je veux pas trop prendre la place, mais dans la version que vous avez testée, qui est une version légèrement antérieure à celle qui existe maintenant, le Graal vaut plus de points maintenant, même. Ah ben, c'est une bonne chose. Fait qu'il est aussi dur à atteindre, mais il vaut plus de points. Voilà, mais c'était tout, à part ça. Ça, c'est des très, très petits commentaires, effectivement. Oui. Le Graal doit rester le Graal. Si on réussit à l'atteindre à toutes les parties, on perd un peu de la thématique. C'est clair. Mais enfin bon, il y a un ajustement qui était possible à faire. En l'occurrence, augmenter les points de victoire, par exemple. Ouais. Exact. Fait que ça rend quand même intéressant, même si tu le complètes pas à la fin. Pour les gens qui n'ont pas joué, on est désolé. Je passe tout de suite, je prends la balle au bon et je vous annonce, justement, on a parlé un petit peu tantôt. Arcturus Rex, le jeu gagnant du Proto de l'année 2020, sera disponible dans le prochain jeu de Locomuse Studio, le jeu Des Papiers, une compilation de roll and write québécois, se jouant tout avec des standards sur des feuilles 8,5-11. Alors, restez alerte sur ce projet-là parce que je pense que ça va être intéressant. Puis, Arcturus Rex sera l'un des chevals de bataille principal de ce prochain jeu. Et c'est avec grand plaisir, en fait, que je fais affaire avec Locomuse. Une belle gang, sérieusement, très agréable de travailler avec eux. C'est toujours apprécié, les bons commentaires comme ça. Ça fait pas mal le tour de ce segment, on va appeler ça comme ça parce que c'était pas un épisode, c'était un segment avec notre mentor, auteur d'expérience Hervé Marly d'un côté et gagnant du Proto de l'année Antoine Lefebvre de l'autre. Messieurs, je vous remercie les deux très chaleureusement là, d'avoir participé à cette expérience-là, oui à l'enregistrement mais aussi au Proto de l'année 2020 qui est quand même assez important pour moi là. Ce fut un plaisir, en fait, Simon. Et merci beaucoup de l'invitation. Et tu peux me réinviter quand tu veux. Tout à fait, merci. Et par l'occasion, par le truchement de Ludo-Québec, je voudrais remercier tous ceux qui organisent des festivals, que ce soit en France ou à l'étranger, enfin l'étranger pour la France, hein. Donc le Québec, qui n'est pas à l'étranger quasiment. Et tous les bénévoles, tous les bénévoles du monde entier, qui font un travail super, un travail de personnes passionnées qui font sur leur temps libre. Tout ça, c'est quelque chose de très, très important pour le monde du jeu, hein, parce que ça le fait vivre auprès du public. Et merci beaucoup. C'est un beau message, effectivement. On oublie souvent que cette industrie-là, il y a des gens qui en vivent, mais la plupart des gens qui l'alimentent et tout ça sont des bénévoles, surtout dans le cadre des événements, des concours. C'est de la passion pure qui pousse ces choses-là de l'avant. Donc, effectivement, beau remerciement. Hervé, j'espère qu'on aura la chance de te réinviter pour un épisode complet sur toi et sur tous tes secrets. Donc on se reprend pour peut-être pour le Proto de l'année prochaine ou sinon pour une autre occasion. Antoine, ça a déjà été convenu que quand tu seras une sommité en termes d'auteur de jeu, nous allons t'inviter officiellement pour ça. On a d'ailleurs une date en 2024
Si tu peux réserver ça, ça serait le 26 mars. En tout cas, je te réécris. J'ai mon plombier qui va passer. Désolé. Donc, on va trouver une autre date, là, quelque part en juin. Et du coup, Antoine, il pourra devenir mon mentor. Ben oui, peut-être, c'est vrai. Ça, c'est toujours intéressant quand on recevra Maracas pour le proto de l'année. Aucune pression. Ben non, ben c'est ça. Mais j'aime bien voir ce pont se tisser entre la France et le Québec. De toute façon, c'est un pont qui est voué à continuer de se renforcer, bien entendu, par l'importance de la langue. Mais les collaborations intercontinentales, dès que ça sera possible, j'ai tellement hâte d'aller à Cannes. Cette année, j'étais supposé être à Cannes pour la première fois et malheureusement, je suis pas allé. Écoute, on donne rendez-vous pour l'année prochaine. Je mets ça dans mon calendrier. Non, ça tombe en même temps que le plombier d'Antoine, malheureusement. Encore une fois, messieurs, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Messieurs, c'est sûr qu'on va recevoir Hervé Marly, je pense. J'espère qu'il va nous parler de Maracas. Ouais, c'est vrai, il a fait ça aussi. Ouais. Oui, Maracas, c'est ça, exact. J'ai bien hâte de l'essayer. Sérieusement, ça, c'est le genre de jeu qu'il pourrait avoir dans la salle de Zendor au Diable, puis on finit une soirée bien arrosée avec un tournoi de Maracas, là. À 5h du matin. Effectivement. À 5h du matin, je pense qu'il est un peu tôt, mais oui. C'est le genre de truc très possible de faire. Super, fait que, très cool. c'est la fin de l'épisode 8. Déjà. C'est la fin de l'épisode 8. Ouais, déjà. La seule chose que je vais vous dire, pour ceux qui sont encore parmi nous, ceux et celles qui sont encore parmi nous, je vais vous faire ma promesse. Je vous avais dit qu'on allait avoir les invités du Beach Party, balado ludique, 11 avril. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes vraiment un vrai fan, puis vous l'écoutez à la bonne date, parce que la plupart des gens écoutent ça, puis c'est déjà passé. Mais je vous les nomme rapidement. Pour les autres, faites stop, l'épisode est terminé. On se revoit la semaine prochaine. Alors, nous allons recevoir le jeune prodige Thomas Dagenet-L'Espérance. Bien hâte de voir comment le confinement aura affecté sa vie d'auteur. Ensuite, nous allons recevoir la fabuleuse Elsa de Ludipsy, qui va nous parler en fait de sa rétrospective annuelle, parce que ça va faire 1 an qu'elle a commencé nice. sa carrière de média indépendant, Elsa. Et oui, c'est très cool, hein? Puis je trouve qu'elle s'approche un peu de ce que nous on fait, dans le sens que oui, elle parle de jeux, mais elle parle pas juste, mettons, de nouveautés ou tout ça. Je dis pas que ceux qui font ça, c'est pas correct, mais elle parle surtout de sujets. Elle fait des dossiers sur des sujets intéressants. Donc, bien hâte de voir justement comment ça se passe son année. Elle a été très active, hein, faut oui, puis c'est le fun de voir, parce que c'est aussi dans le domaine un peu de la psychologie, hein, donc on est un peu ailleurs de ce qui se fait comme analyse, donc très différent de nous par langue, mais en réalité, c'est toujours très pertinent, intéressant. Ces sujets a été super actif pendant Montréal Joue aussi, donc il y a toutes ces vidéos disponibles si ça vous intéresse. Effectivement, bien dit. Elle est assez seule dans sa catégorie. Hein? Ce qu'elle fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-dedans. On va recevoir, bien entendu, le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, responsable des jeux chez Protégez-vous et co-créateur de l'agence Friedman. Je sais pas de quoi il va nous parler, mais on va le recevoir. Ensuite, on va recevoir Steve du Temple du Meeple, invité à... Toujours cool de recevoir Steve. D'ailleurs, là, il a dit qu'il était moins stiff qu'avant. Là. Il était rendu plus relax au micro. On pouvait l'interrompre dans ses chroniques, puis ça allait pas causer de problème. Fait que les gars, on va se gâter, OK? On l'interrompt à chaque phrase, OK? Parfait. Ensuite, on va recevoir le statisticien du jeu, Brian Burgon, qui a roulé son algorithme en 2020 sur BGG pour essayer d'aller retirer quelques statistiques. Vous allez voir que 2020 n'est pas l'année que les gens avaient prédit. Bon, bien entendu, quand le COVID était lancé, on avait prédit autre chose, mais avant le COVID, on avait prédit la plus grosse année de jeu et tout ça. On va voir qu'est-ce qui va nous arriver avec ça. Ça va être assez intéressant. Ensuite, on va recevoir Julien Avey. Il a parti sa compagnie de jeu dans son sous-sol. Ça s'appelle Dans mon sous-sol, sa compagnie, je pense, et il fabrique des jeux dans son sous-sol.
Donc on a bien hâte de voir ça. D'ailleurs, il m'a envoyé des photos, petit teaser, je sais même pas si j'ai le droit de parler de ça, mais il a fabriqué des décors, c'est un ébéniste de formation, là, et il a fabriqué des décors pour Triton Noir, pour le jeu Brotherhood of Venice, je crois. Pour des photos avec les figurines pour la sortie officielle du jeu. Donc il a fabriqué des décors. Fait que ça, c'est quand on parle d'artisans du jeu là, et à quel point l'industrie se développe, on est rendu là. Tu sais, des gens engagent d'autres personnes pour fabriquer des décors pour la sortie d'un jeu. Ça commence à être assez niche et intéressant. Très cool. Et en dernière heure, là, je les ai pas dit dans l'ordre, en fait, j'ai juste dit ça de même. Mais bien entendu, on ne pouvait pas faire sans recevoir le parasite du jeu en chef, le gars le plus sympa de l'industrie, Vincent Tatao de l'école du jeu. Bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous dire. D'après moi, il se peut plus. Il veut jouer à des jeux. Il doit plus être en place, là. Il doit capoter, genre. Ouais, il m'écrit des courriels chaque jour. Hey, t'as-tu vu tel jeu? T'as-tu vu telle affaire? On joue à ça, ok, on joue à ça. Ouais, c'est bon. Donc j'ai bien hâte là, de le recevoir. Ça fait longtemps que je m'en ai de lui. J'ai hâte d'y parler. Vous entendre qu'est-ce qu'il y a de bon à nous dire, là. Ouais, d'ailleurs, je me souviens, il y a 1 an, alors que la pandémie commençait, le confinement était à peine arrivé. On espérait être déconfiné pour la première semaine d'avril, parce que Vincent Tatao organisait une petite convention ultra privée chez lui, une fin de semaine de jeu intensive qui n'aura malheureusement jamais eu lieu. Sur ce, ça va être le fun. Ben ouais, ça va être bien le fun. Ça va être très cool. Ça va être chargé. Hein, ça va être chargé. Bon, du stock. On aura-tu le temps? Vas-tu faire couper du monde? Ben, ça va être des épisodes de 400 heures comme d'habitude, là. C'est bon. Ok, alors, préparez-vous votre lunch. JF, je te souhaite une très bonne semaine. D'ici là, on se revoit dans quelques jours. Absolument. Ciao, ciao. Puis, Pierre, le mot de la fin? C'est fini.